climatique, du moins la partie que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, c'est 3 axes vraiment principaux de ma recherche. Puis, de quelle façon est-ce qu'ils viennent former une espèce de casse-tête, selon moi? C'est parce qu'ils sous-tendent plusieurs autres éléments qui doivent s'emboîter d'une certaine façon. Le seul problème, c'est que c'est comme si on avait perdu la boîte avec l'image, si vous voulez. On ne sait pas, au final, qu'est-ce que ça va donner tout ça ensemble. Le point, pourquoi on est dans le contexte un peu moins imagé, le point de départ de tout ça, c'est vraiment les changements climatiques. Parce que, comme on le sait maintenant, grâce à plusieurs études, il y a un réchauffement global planétaire en ce moment. Puis, comme Gauthier nous en a déjà parlé, dans les milieux nordiques, une différence minime en température, ça va venir faire toute la différence entre un sol gelé ou pas gelé, justement. Est-ce qu'on est en bas ou en haut du point de congélation? Mais plus qu'un réchauffement, c'est aussi en même temps, on va venir affecter tous les patrons météorologiques de précipitation. On va venir aussi avec la fonte des glaces qui est accélérée, les courants océaniques qui sont modifiés. Tout ça va venir se mettre ensemble pour former des rétroactions éventuellement. Puis on ne sait pas exactement lesquelles et quelle direction ça va prendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une rétroaction? C'est quand un stimulus est appliqué à un système, puis il va avoir une réponse. Si elle est positive, on va venir renforcer le stimulus de départ. Si la réponse est négative, ça va venir plutôt atténuer. Ça va s'en aller en dehors du système. Dans le cas de la forêt boréale nordique, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que la forêt boréale nordique est à une certaine altitude, comme vous pouvez voir en vert. Par contre, avec l'augmentation des températures, la limite des arbres va venir se déplacer vers le nord parce que les conditions sont maintenant plus clémentes qui vont permettre ça. Avec ce déplacement-là, on change complètement les caractéristiques de la surface parce qu'on passe d'une toundra arctique à la forêt boréale nordique. Puis, juste très rapidement, les deux rétroactions principales qui vont avoir lieu avec ce changement-là. Premièrement, une forêt boréale nordique va venir absorber beaucoup plus les rayons du soleil parce qu'un arbre s'est foncé. Ça ne réfléchit pas les rayons entrants, contrairement à de la neige ou à une toundra arctique qui est plus pâle. Donc, on va venir réchauffer l'air ambiant à la surface. Mais, en même temps, une forêt boréale va produire beaucoup plus d'évapotranspiration que la toundra arctique. Donc, juste sans mettre le côté scientifique là-dedans, intuitivement, si on a plus d'évapotranspiration, un milieu plus humide, ça va être plus frais. Donc, c'est pas clair lequel des deux va dominer à ce niveau-là. Donc, comme l'image nous montre ici, toutes les caractéristiques sont affectées. Puis au final, on ne sait pas si ça va venir renforcer l'augmentation des températures ou si au contraire, ça va venir balancer. Dans cette perspective-là, j'ai choisi de regarder plus spécifiquement les flux d'énergie du système et l'évapotranspiration. Qu'est-ce que j'entends par flux d'énergie du système? On a les rayons du soleil, les ondes courtes et longues qui vont rentrer, qui vont atteindre la surface. Qu'est-ce qui entre? Moi, qu'est-ce qui sort? C'est notre rayonnement net, au final. Ce rayonnement-là va être réparti en plusieurs flux dans le système. On a le flux de chaleur dans le sol, le stockage dans le sol, on va avoir du stockage dans l'air, stockage dans la végétation. Puis, principalement, on va avoir de la chaleur sensible, qui est la chaleur ressentie, si vous voulez, la température. Puis, on a aussi la chaleur latente, qui va être importante. C'est l'énergie, dans le fond, qui va aller pour le changement de phase de l'eau. L'énergie qui est absorbée quand l'eau va passer d'un état liquide à gazeux ou solide à liquide, par exemple. Puis, cette chaleur latente-là, c'est tout simplement l'évapotranspiration exprimée sous forme d'énergie plutôt que sous forme de quantité. Donc, c'est très étroitement relié à ce niveau-là. Puis, plus exactement, dans quel contexte est-ce que je regarde ça? Les 3 sites d'études utilisés pour mon projet de recherche sont au territoire du Nord-Ouest. Il y a Scotty Creek, le site le plus au sud, qui est un site de forêt boréale, justement, en zone de pergélisol discontinu sporadique, qui est en dégradation présentement. Ensuite, on a Havik-Pack Creek, un petit peu plus au nord, qui est toujours en zone de forêt boréale, mais avec un pergélisol continu. Puis, à peine plus haut que Havik-Pack Creek, on a Trail Valley Creek, qui est aussi en zone de pergélisol continu, mais en zone de toundra arctique. La limite des arbres, elle est juste entre les deux cycles, où est-ce que ça passe de lignée à carotte. Donc, c'est ça, ça permet de voir à la fois, de comparer 2 sites qui sont dans des écosystèmes différents et des sites qui sont dans des zones de pergélisol différentes. Les objectifs de recherche que je vais présenter ici, en lien directement avec ce que je viens d'expliquer, c'est plus exactement de trouver les contrôles biotiques et abiotiques de la surface sur l'évapotranspiration et les flux d'énergie. Parce que ceux-ci vont changer justement quand on va passer d'un site de toundra arctique à un site de forêt boréale nordique. Puis c'est ça, puis de comprendre ces contrôles-là dominants, ça va permettre éventuellement de répondre à la question initiale qui est de dire est-ce qu'on peut projeter l'ampleur de la boucle rétroactive puis surtout la direction qu'elle va prendre justement sous l'influence des changements climatiques actuels.
Pour ce qui est des méthodes employées, la méthode de covariance et turbulence a été appliquée aux 3 sites d'études. Très brièvement, je pourrais répondre aux questions après, mais c'est une méthode microclimatologique. Puis, avec de l'instrumentation, comme vous voyez ici, on prend des données à très très haute fréquence en se basant sur le fait que les turbulences dans l'air vont promener des concentrations de gaz et de vapeur d'eau. Puis après, du traitement et du post-traitement de données, qui prend beaucoup de temps, on obtient directement les flux d'énergie et l'évapotranspiration aux 30 minutes, donc de façon directe. Donc c'est ça, encore une fois, la méthode est installée aux 3 sites, comme vous pouvez voir. Pergélisol continu, pergélisol discontinu, toundra arctique à forêt boréale. Donc on a un parfait gradient nord-sud, non seulement climatique, mais aussi de pergélisol, comme je le disais, qui permet très bien la comparaison. Ensuite, mon analyse est faite sur l'année 2013 seulement, puisque c'est l'année pour laquelle on a les données en continu pour les 3 sites. J'ai divisé par période, 5 périodes de 30 jours dont les noms sont complètement arbitraires. La première s'appelle Fonte des neiges, puisque la dernière journée de la première période est très exactement la journée où la neige disparaît complètement aux 3 sites. Ensuite, début de l'été, été, fin de l'été, automne, juste pour se situer un peu en termes de saison. Les périodes ne commencent pas aux mêmes dates à tous les sites, puisque la fonte des neiges n'a pas lieu aux mêmes dates. On commence le 16 avril à Scotty Creek, le 28 avril à Halifax et le 3 mai à Turlock. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé au juste dans ces périodes-là? Oui, les flux d'énergie, l'évapotranspiration, mais aussi plusieurs paramètres globaux, donc quelques-uns que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, le ratio de Bowen, qui est quand même assez important, puisque c'est juste le ratio de la chaleur sensible par la chaleur latente, mais ça permet de voir de façon très très facile lequel des deux domine dans le fond. Si on est en haut de 1, c'est la chaleur sensible qui domine, si on est en bas de 1, c'est la chaleur latente. Ensuite, la conductance de la surface, qui est la moyenne pondérée de la conductance de chaque feuille dans un système, qui peut être obtenue en inversant l'équation de Peyman-Monteith, tout simplement, puis c'est directement lié à la chaleur latente. Ensuite, on a le coefficient alpha de Priestley-Taylor, qui va être lié à la fraction d'humidité disponible à la surface pour évaporer. Puis en plus, ça a l'avantage d'être la chaleur latente divisée par la chaleur latente à l'équilibre. Donc, on peut normaliser entre les sites, puis ça permet une comparaison très facile. Ensuite, le déficit de saturation, qui est obtenu directement par la méthode, par les instruments. Ce qui est la différence entre l'humidité contenue dans l'air, puis celle s'il y avait saturation. Donc, un indice d'humidité très pratique. Ensuite, pour qu'est-ce qui est des résultats, premièrement, on a les flux d'énergie pour les 5 périodes aux 3 sites. C'est les flux moyens diurnes, donc l'heure ici, puis le flux d'énergie en watts par mètre carré. Sur l'autre axe, on peut voir que le site de Scotty Creek, naturellement, il est à des latitudes plus basses, donc on va avoir un rayonnement net en bleu beaucoup plus important. Les deux autres sites sont assez comparables en termes de rayonnement net, plus faible. Ensuite, en rouge, on a la chaleur latente sensible. Chaleur sensible des sites. Puis on peut voir qu'à Trail Valley, il y a quand même assez peu de différence en général entre la chaleur latente et sensible comparée aux deux autres sites. Sinon, on a en vert le flux de chaleur dans le sol, qui est beaucoup plus important au site de Trail Valley, ce qui est logique encore une fois, puisqu'on n'a pas d'arbres, on n'a pas de végétation qui vient intercepter le rayonnement et qui empêche le sol de recevoir plus de flux de chaleur. Ensuite, l'évapotranspiration. Le site de Scotty Creek domine clairement en termes d'évapotranspiration comparé aux deux autres. Puis aussi, si on utilise l'indice qui est précipitation divisé par évapotranspiration, pour les deux sites les plus au nord, avec Pack Creek et Trail Valley Creek, on obtient en moyenne moins de 0,5 pour cet indice-là. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est qu'ils sont limités en eau, puisqu'on va évaporer jusqu'à 2 fois plus qu'on reçoit de précipitation. Donc, c'est logique, si on sort 2 fois plus d'eau du système qu'on en reçoit, on a des systèmes limités en eau, fortement. Puis, c'est ça, on peut voir que les deux sites, on va avoir des patrons quand même semblables au niveau d'évapotranspiration, même s'il y a plus d'amplitude en général au site de Trail Valley, pour l'instant. Ensuite, le ratio de Bowen, dont je vous ai parlé rapidement tantôt, qui est la chaleur sensible divisée par la chaleur latente. Si on regarde les moyennes annuelles pour les 3 sites, les 3 sont en haut de 1, ce qui veut dire qu'on a la chaleur sensible qui va dominer aux 3 sites en général sur l'année. Par contre, quand on regarde par période, divisé par les lignes bleues, on obtient plus de variations, puis on obtient des données qui vont être en bas de 1 pour l'été à Scotty Creek, puis pour la fin de l'été aux 2 autres sites. Et d'ailleurs, les périodes de fin d'été pour les 2 sites les plus au nord, c'est les seules périodes où
la chaleur latente va être plus forte à Cure Valley qu'à Halleckpack. Donc, en général, sinon, c'est Halleckpack Creek qui a les valeurs les plus élevées. Ensuite, pour le coefficient alpha, qui encore une fois, je sais que ça fait beaucoup de paramètres, mais qui est lié à la fraction d'humidité disponible pour évaporer dans le système. Si on regarde sur les 5 périodes pour les 3 sites, on peut voir que le site de Scotty Creek varie beaucoup moins que les autres au cours des périodes. Donc, en général, ça reste stable à ce niveau-là. Puis, c'est surtout aux 2 périodes des extrémités qu'on peut voir une différence assez importante entre Trail Valley et les 2 autres sites. Donc, le site de Trail Valley Creek, le site le plus au nord, celui de Toundra Arctique, va avoir une fraction plus grande, plus importante d'humidité disponible pour évaporer que les 2 autres sites. À ces périodes-là, surtout. Sinon, si on regarde la conductance de la surface en fonction du déficit de saturation, conductance de la surface, encore une fois, c'était lié à la moyenne pondérée de la conductance de chaque feuille, déficit de saturation, à quel point on est loin de la saturation de l'air. Donc, si on regarde par période qui correspondent aux couleurs, on obtient toutes des decay exponentiels. Puis, c'est ça. Puis, on peut voir que le déficit de saturation va être beaucoup plus important à Scotty Creek, surtout pour l'été, comparé aux 2 autres sites, ce qui fait du sens puisqu'on évapore plus, ce qui veut dire en général que la demande d'humidité en l'air va être plus importante à ce site-là qu'aux 2 autres sites. Intuitivement, ça fait du sens. Ensuite, la conductance de la surface beaucoup plus basse à Scotty Creek, surtout comparé à Halleckpack Creek, le site du centre. Sinon, on peut voir que les différences les plus marquées entre les 2 sites au nord sont pour la fonte des neiges. On va avoir des conductances de la surface beaucoup plus élevées à Trail Valley qu'à Halleckpack pour cette période-là. Ce qui veut dire qu'on a une différence. Donc, pour essayer de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on a pu en conclure? C'est que les sites de Halleckpack Creek et Trail Valley Creek sont tous les deux limités en eau. On a des faibles taux d'évapotranspiration. On peut projeter une augmentation du ratio de Bowen à Trail Valley avec le temps, avec justement le mouvement de la limite des arbres suite à ça, ce qui va venir avec une aggravation de la limitation en eau du système. La diminution du coefficient alpha à Trail Valley, surtout aux périodes clés, aux extrémités, comme on avait vu. Pourquoi c'est des périodes clés? Parce que quand on a une fonte des neiges qui est plus hâtive, on va venir plus vite enlever l'eau du système qui était disponible pendant la saison. Donc, souvent, on se retrouve avec des sécheresses à l'été, dans des climats secs comme ceux-là. C'est ça, les limitations, par contre, de cette analyse-là, je suis consciente que c'est seulement sur 1 an, mais le but était justement de faire une comparaison entre sites et entre périodes. Cependant, vu qu'on a seulement 1 an, qu'est-ce qu'on fait du fait que la durée de la saison de croissance vient jouer sur les taux d'évapotranspiration? Je ne crois pas que ça vient affecter mes conclusions, puisque ça irait plutôt dans le sens de mon analyse, puisque, comme je viens de dire, une fonte des neiges plus hâtive va aller vers une sécheresse souvent en été dans des climats secs. Sinon, on a aussi le fait que les ondes longues entrant dans un système sont influencées par les patrons météorologiques synoptiques, c'est-à-dire à grande échelle. Puis ceux-ci vont venir à leur tour influencer le pergélisol. Je n'ai pas du tout regardé qu'est-ce qui va arriver au pergélisol avec ces changements-là dans mon analyse. Par contre, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, justement avec une problématique comme celle-ci, c'est que, qu'est-ce que je veux faire maintenant? On a peut-être, oui, les patrons météorologiques à grande échelle qui vont venir influencer les caractéristiques de la surface, surtout avec les ondes longues, mais la surface va, elle aussi, aller influencer les patrons météorologiques. Et de quelle façon? C'est qu'on a la couche la plus basse de l'atmosphère, qu'on appelle la couche limite planétaire, qui est directement influencée par les caractéristiques de la surface à hauteur, souvent caractérisée par une inversion de température à la surface. Puis mon but maintenant, c'est d'aller chercher les profils de température pour tous les sites, sur les périodes, puis espérer trouver justement, en comparant les sites, c'est quelles caractéristiques qui vont venir influencer cette couche limite planétaire-là, pour voir justement de quelle façon est-ce que l'influence mutuelle va jouer entre la surface et l'atmosphère dans ce cas-là. Donc encore une fois, pour juste résumer le tout, on a les caractéristiques du site de Trail Valley qui vont se rapprocher de celles de Halleckpack Creek avec le mouvement de la limite des arbres vers le nord, qu'on peut généraliser avec toute la toundra arctique qui va se faire varier par la forêt boréale nordique. On peut donc projeter une augmentation de la limitation en eau du site, ce qui rend vraiment improbable l'augmentation du flux de chaleur latente dans le système, puisqu'on va avoir une plus grande limitation en eau. Donc, de ce point de vue-là, on peut projeter un renforcement de la boucle rétroactive d'augmentation des températures pour la toundra arctique se transformant en forêt boréale. Puis derrière ça, qu'est-ce qui est vraiment important de garder en tête, comme je vous ai expliqué, c'est que le climat régional et la surface émergée s'influencent mutuellement. C'est vraiment pas unidirectionnel.
Donc, c'est seulement une projection. C'est pas l'image du casse-tête, c'est un bout de morceau qu'on envoie. Merci. Donc, tous les sites vont être équipés de tours, comme celle-là ici sur l'image. Dans le fond, la hauteur de la tour va vraiment dépendre de la hauteur de la canopée et de la végétation. Parce qu'on ne peut pas savoir ça va être quoi le mouvement des turbulences à l'intérieur de la canopée. C'est trop chaotique, il faut les prendre en considération. Et ça demande une certaine hauteur de tour en partant. Puis après ça, on va voir les deux instruments principaux. C'est l'anémomètre à ultrasons, puis l'analyseur de gaz qu'on a ici. Parce que l'analyseur de gaz, comme son nom l'indique, c'est lui qui va regarder les concentrations de gaz qui sont transportées par les turbulences. Puis, l'anémomètre à ultrasons, lui, il va regarder le vent, mais dans les trois directions. Donc, il va pouvoir dire très exactement qu'est-ce qui était transporté verticalement. Et qu'est-ce qu'on peut en sortir de ça? C'est quoi la concentration exacte qui est transportée entre la surface puis l'atmosphère. C'est comme, puis c'est vraiment en mégahertz, comme la prise de données est à vraiment haute fréquence. Puis après ça, en faisant le traitement, que là, on a des flux haute transmédule, c'est pas directement à partir de ça. Puis, mettons comme le rayonnement net, souvent, le son va être complémenté de plein d'autres instruments. C'est le nom français m'échappe pour l'instant, mais c'est un radiomètre qui va venir prendre le rayonnement net. Il regarde les ondes qui rentrent, les ondes qui sortent. Il y a aussi des thermomètres, plein d'instruments. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Oui? C'est peut-être une question, mais dans ta slide, tu parlais d'évapotranspiration. J'en ai beaucoup, mais... La première qu'on parlait, je pense. Sérieux? Je pense que tu disais que tu as des sites comme Trail Valley Creek parce que tu as plus d'évapotranspiration que de précipitation. Comment c'est possible? D'où vient l'eau? D'où vient l'eau? Oui. C'est une bonne question. Mais quand tu divises tes précipitations par ton évapotranspiration, c'est plus petit qu'un. C'est ça, tu as plus d'évapotranspiration. C'est un ratio aussi. Oui, c'est un ratio. Tu as plus d'évapotranspiration que de précipitation. Oui. C'est l'eau qui vient des écoulements de surface. Comment tu peux évaporer plus d'eau que tu en reçois? C'est de l'eau qui était déjà là, j'imagine. Au fond de l'élément. C'est un site qui va devenir de plus en plus sec. Oui. Oui. J'avais une autre question, oui, qui est peut-être aussi niaiseux. Il n'y a pas un biais dans le choix de tes sites parce que tu ne compares pas juste un écosystème de forêt boréale avec des écosystèmes de toundra, mais tu sais, Spotty Creek est, je ne sais pas ce que c'est en français, mais Spotty Creek est un lowland écosystème, et les autres sont des uplands. Oui, mais Spotty Creek ne rentre pas vraiment dans la comparaison entre les deux. Je ne sais pas si c'était clair ici, mais c'est vraiment le but dans le cas de justement de ce qui va se passer à Trail Valley. Le but, c'est vraiment de le comparer avec Halifax, pas avec Spotty Creek, parce que j'ai conscience aussi que la limitation d'énergie va être différente, puis là, va rentrer en jeu, parce que c'est vraiment pas les mêmes latitudes. Il y a beaucoup de différences qui font que je ne peux jamais comparer Spotty Creek et Trail Valley.